Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai immensissime plaisir d'accueillir à nouveau Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. Ça fait 1 heure qu'on discute, on aurait dû enregistrer, mais peut-être qu'on aurait fini en prison si on avait enregistré. Donc ça me fait très plaisir de te parler. On va parler finance aujourd'hui, on va parler or, on va parler même peut-être crypto-monnaie. On va surtout parler à quelle sauce on va être mangé, frit, cuit, rôti par les États, les impôts, les huissiers. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va expliquer surtout comment est-ce qu'on peut s'en sortir, comment on peut sauver le peu d'épargne qui nous reste après qu'on ait durement travaillé à la sueur de notre front, les miettes qu'on veut bien nous laisser, comment est-ce qu'on peut encore les sauver? Charles, dans quel pétrin nous nous retrouvons tous, en Europe particulièrement, en France encore plus, mais en Suisse aussi? Qu'est-ce qui nous est arrivé sur la tête ces dernières années? Pourquoi on en est là? 40 ans de démagogie. Voilà. 40 ans de démagogie, 40 ans de permissivité, 40 ans d'idéologie complètement mortifère et erronée. Alors tu sais, moi, on se connaît un peu, Pierrot, je suis quelqu'un de très bienveillant. Euh, je veux laisser personne sur le bord de la route, je pense que la générosité, c'est important, que l'entraide, c'est une valeur essentielle, que l'argent ne fait pas le bonheur, que tout ne peut pas être réduit. Pourtant, je fais de l'économie, mais que l'économie doit être de l'intendance et que le politique doit toujours primer, que l'économie doit être au service des gens et pas contre les gens. Enfin, tu vois, voilà. Moi, je suis plutôt dans cette tendance et dans cette, je dirais, dans ce catholicisme bienveillant et objectivement plutôt de tendance sociale, tu vois. Bon, moi ça comment te dire, c'est un peu ma culture, voilà, ma manière de voir les choses. Et je pense qu'effectivement, l'une des manières de juger une société, c'est de savoir comment elle prend soin de ses plus faibles, de ses plus fragiles. Alors, on les trouve aux deux bouts du spectre de l'âge et de la vie, donc notamment de nos jeunes et de nos enfants, et puis de nos vieux et de nos anciens, et de tous ceux qui sont aussi, tout au long de la vie, malades, qui ne peuvent pas travailler ou qui sont momentanément touchés par toutes les difficultés de la vie et toutes les épreuves de la vie. Alors, tu vois, pour tout ça, j'ai une infinie bienveillance, j'ai une très grande compréhension et je pense qu'effectivement, il ne faut jamais jeter la première pierre et qu'il faut prendre soin des gens et que faire société ensemble, c'est prendre soin les uns des autres. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est profondément ce que je ressens et ce qui me semble important. Mais une fois que j'ai dit ça, pendant ces 40 dernières années, Pierrot, c'est pas ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait pendant ces 40 dernières années, c'est que nous avons, et on arrive au bout de ce processus, complètement fait des immenses confusions entre tout et tout. D'abord, tout ne se vaut pas. Et il faut avoir le courage de le dire. Tout ne se vaut pas. Alors vous me direz que le rap vaut Mozart. Eh bien, je vous dirais que non. Le rap ne vaut pas Mozart. Et en disant ça, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire le rap. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit de rapper. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont avoir beaucoup de talent en rappant. Ça veut dire que Mozart et le rap, c'est pas la même chose. Et on ne peut pas comparer ça. Voilà. C'est-à-dire que ça ne se vaut pas. C'est pas égal, c'est pas identique. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup moins bien, beaucoup mieux. C'est pas un jugement de valeur. Et ne pas juger ne veut pas dire qu'on y met des égalités. Et donc, on a fait une immense confusion entre l'égalité de droit. Pierrot et Charles, on a le même droit, on a les mêmes droits, on a aussi les mêmes devoirs. Donc, immense confusion sur déjà égalité-devoir. C'est-à-dire que les droits vont avec les devoirs. Et donc, on a confondu égalité et égalitarisme. Et l'égalité est devenue un égalitarisme. Et l'égalitarisme, c'est tous pareil, et l'égalitarisme, c'est du fascisme. L'égalitarisme, c'est du totalitarisme, inévitablement. Et donc, tu vois petit à petit, au nom de la justice, au nom de la justice sociale, au nom de la justice fiscale, eh bien, particulièrement en France, la Corée de l'Ouest naissante, hein, comme tout le monde sait, on n'est pas en Corée du Nord,
Macron n'est pas Kim Il-sung ou Kim Jong-il. Voilà, tout le monde n'est pas exécuté en place publique, on ne part pas dans des goulags. Bon, mais nous ne sommes pas la Corée du Nord, mais nous sommes la Corée de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on est sur une pente où l'égalité est devenue un égalitarisme et donc c'est un totalitarisme. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et je vais te donner un exemple. Après, on a confondu cette juste générosité, cette nécessaire solidarité, sur laquelle je pense que si on a un petit peu d'humanité, d'empathie, de considération humaniste, on ressent forcément ce besoin de juste solidarité, mais de juste solidarité. Alors bon, dans la religion, on dit aide-toi, enfin dans la religion, puis dans la sagesse populaire, on disait aide-toi et le ciel t'aidera. Mais avant que le ciel t'aide, commence par t'aider. Et bon, toi qui es un grand défenseur, Pierrot, de la responsabilisation et de la responsabilité individuelle, eh bien, nous avons complètement confondu assistance et assistanat. Et donc, nous avons complètement détruit cette idée, cette notion de responsabilisation individuelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 dernières années? L'égalitarisme qui est devenu un totalitarisme, l'assistanat qui est devenu un dévoiement de la juste et nécessaire solidarité. Et moi, je suis désolé, mais mes impôts ne servent pas à ce que Monsieur Michu ou Madame Michu puissent acheter des cadeaux de Noël à leurs gosses avec des primes de Noël. Mes impôts ne servent pas à ça. Et je le refuse. Et je le revendique. Et j'affirme qu'il est scandaleux de me demander avec mes impôts de payer les cadeaux de Noël de la famille Michu. Il relève de la famille Michu de faire en sorte de pouvoir faire des cadeaux de Noël. Et si la famille Michu n'est pas capable de faire des cadeaux de Noël, il relève de la responsabilité et de la force morale de la famille Michu d'accepter la situation dans laquelle elle est. Et donc de ne pas avoir de cadeau à Noël. Parce que faire un cadeau à Noël, ce n'est pas un droit opposable. D'accord? D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de droit opposable. Moi, je considère qu'il n'y aurait qu'un seul droit opposable, et il n'est certainement pas au logement. Il devrait y avoir un droit opposable au travail. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde devrait pouvoir travailler pour gagner de l'argent. Et si j'étais président, ce qui, rassurez-vous, ne sera jamais le cas, je fusionnerais l'ensemble des aides sociales, il n'y en aurait plus, il n'y aurait qu'un droit opposable au travail. C'est-à-dire que tout le monde pourrait venir demander un travail et un travail lui serait affecté. Pourquoi? Et pas un travail de son choix. Et pas forcément le travail qu'il a envie de faire. Et pas forcément dans l'endroit où il a envie d'être. Voilà. Mais la société, elle ne doit rien aux gens. Parce que la société, c'est l'expression des gens. Donc quand la société doit quelque chose à quelqu'un, alors ce quelque chose est payé par le reste de la société, et en général par ceux qui sont solvables et par ceux qui travaillent le plus. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons. Alors, la société, elle doit un cadre. Et elle doit un cadre sécuritaire. Premier des droits et le premier des devoirs d'un État, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Si on prend le cas de la France, je sais pas, tu me diras, Pierrot, si en Suisse, ça s'appelle aussi les gendarmes, mais ça vient des gens en armes. Gendarmes, des gens d'armes, des gens à qui on a donné des armes pour assurer la sécurité dans les bois, sur les chemins, contre les bandits de grands chemins et contre les brigands qui avaient des gourdins. Alors on a sorti des gens en armes. Et puis petit à petit, c'est devenu des gendarmes, mais c'était la nécessité de sécuriser. Et sur quoi se fondent les impôts? Les impôts sont mis en place pour financer la sécurité commune que nous doit l'État. Alors la sécurité intérieure, évidemment, contre les brigands, et puis la sécurité extérieure contre les méchants qui voudraient évidemment venir nous envahir et venir se servir dans nos richesses à nous. Bon, donc ça donne l'armée et la police, les pouvoirs régaliens de base. Donc l'État, qu'est-ce qu'il doit créer, l'État? L'État, il doit créer les conditions de la sécurité. Alors après, dans les États évolués, comme les nôtres, c'est une notion de sécurité au sens large. On doit assurer la sécurité évidemment physique, on l'a tous compris, mais ça c'est que la première sécurité, mais on doit assurer la sécurité juridique, la sécurité des contrats, la sécurité de la propriété privée, la sécurisation de tes actifs,
la sécurisation évidemment juridique, de la contractualisation, du droit de la propriété, des brevets, de la protection industrielle, etc. etc. Vous voyez la sécurité dans son ensemble. Mais c'est aussi la sécurité sociale. On est tous d'accord pour avoir une sécurité sociale. Mais là, pareil, on a confondu la carte vitale avec une carte bleue. Et moi, je suis euh, scandalisé et choqué par le fait qu'en fait, aujourd'hui, c'est la sécurité sociale française qui finance Apple. D'accord. Apple est financé par la sécurité sociale française. Ben non, Charles, c'est pas vrai. Mais bien sûr que si que c'est vrai. Pourquoi? Parce que les gens, ils peuvent s'acheter des iPhones à 1 500 € ou à 2 000 € uniquement parce qu'ils ne payent pas les médicaments et les soins. Ni les leurs, ni ceux de leurs enfants. Et dans la vie, que ce soit sa vie personnelle ou la vie des États, il faut que les choses soient mises dans le bon sens. Et il faut que les choses, elles soient dans le bon ordre. Et c'est pour ça que tout n'est pas identique. Tout ne se vaut pas. Tout n'est pas pareil. Il y a une justice immanente. Il y a les principes de réalité du type l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Alors vous pouvez m'inventer un feu cisgenre qui brûle pas, j'en connais pas. Vous pouvez m'inventer de l'eau transsexuelle non mouillante, mais j'en connais pas. L'eau ça mouille et le feu ça brûle. Et donc vous avez un certain nombre de réalités. Et à un moment donné, je ne peux dépenser de l'argent que dans la limite du stock disponible d'argent, l'argent étant la création de richesse, etc., etc. Donc tout ce que nous avons oublié, Pierrot, et pour répondre à ta question, comment on en est arrivé là? Nous en sommes arrivés là parce que nous avons simplement oublié, Pierrot, que l'eau mouille, le feu brûle, qu'après le jour vient la nuit, qu'après la pluie vient le beau temps, mais qu'après le beau temps vient la pluie. Et donc nous avons oublié tout ce bon sens que nos grands-parents avaient. Et donc, tu avais des grands-parents qui étaient d'éminents survivalistes, puisqu'ils avaient tout. Hein, ils avaient tout le kit de protection, tous les manuels de survie. Ils avaient tous les manuels Macron de survie. Bon, et bien plus encore, moi, mes grands-parents, c'était des survivalistes hors pair. Attends, tu te rends compte? Ils savaient repriser des chaussettes, ils savaient faire un ourlet, ils étaient capables de manger des restes et ils triaient tellement leurs poubelles que j'avais pas de poubelle quand j'étais chez mes grands-parents et le pépé, il n'y avait pas de poubelle parce qu'on jetait rien. Je, je, et qu'on se faisait des conserves et que les derniers os qui restaient, ça partait aux chiens. Si ça partait pas aux chiens, ça partait aux poules. Et Pépé, il faisait pas du compost avec des restes alimentaires. Les restes alimentaires, on les mangeait, quoi, tu vois. Bon. Et je pense que tu avais le même Pépé. Donc, Giuseppe, je crois. C'est ça. Hein, si j'avais bien retenu le bouquin que tu avais fait à son sujet. Très bon bouquin. Tiens, tu pourras en reparler d'ailleurs, peut-être, c'est l'occasion du bouquin du PP. Oui, oui, c'est sûr ils avaient des vies, nos grands-parents, ou pour les plus jeunes qui nous écoutent, les arrière-grands-parents, avaient des vies qui étaient elles-mêmes très dures. Ils ont connu des guerres, et ne les avaient pas connues eux-mêmes, ils en avaient une mémoire très fraîche dans leur famille, parce que l'histoire du monde, et particulièrement de l'Europe, qui est un endroit extrêmement violent dans la géographie mondiale, euh, parce qu'on a la très mauvaise idée d'avoir des Français, des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, des trucs qui parlent pas la même langue, qui mangent pas les mêmes trucs, et donc ils se battent tout le temps. Forcément, ça laisse des traces, ça laisse des difficultés, des traces dures, des traces douloureuses. Et donc on veut s'en prévenir parce qu'on veut quand même, en tant qu'être humain, essayer de préparer un avenir, déjà, qui est un avenir tout court, que les gens soient vivants pour la génération future, qu'on ait des enfants qui ne meurent pas, et donc il faut des conserves pour passer l'hiver, il faut du bois de chauffage pour se chauffer, il faut éviter de se faire trop remarquer lorsqu'un un seigneur ou un ennemi passe près de chez toi, il faut protéger sa fille des soldats, du seigneur et de l'ennemi. Bref, on a ça dans notre génétique. Et effectivement, c'est peut-être le coût de la paix, le coût de la pacification post-1945, et déjà de l'épuisement de 14-18 et 39-45, où en fait on en a marre d'aller mourir pour des comptes financiers qui nous envoyaient à la guerre.
et la faire, et c'était épuisant, et c'était horrible. C'est plus la guerre où tu arrives avec ta plume et tes belles, tes beaux uniformes rutilants. Tu allais dans les tranchées avec des gourdins cloutés, du lance-flammes, des machins, les avions, les bombes, les obus. Au bout d'un moment, tu finis dans la tripe et la merde de tes potes. Ça tape la tête, hein. Donc je peux comprendre que nos arrière-grands-parents, ils aient éduqué nos parents, les boomers, d'une manière à être un peu hédoniste, profiter de la vie, suivre ses passions. Oui, tout ça c'est bien, mais on a peut-être eu une génération de gens qui ont un peu oublié le bon sens et comme tu le dis, qui ont un peu oublié le... Donc c'est vrai que ça remonte à loin, notre concaténation des tenants et des aboutissants, elle remonte à très loin et pour le mal a fait du bien, mais ce bien est en train de faire du mal. Et Ibn Khaldoun, un grand philosophe tunisois, parce que la Tunisie n'existait pas, mais enfin, Tunis existait, il était à Tunis, il avait dit que c'est lui qui a sorti cette phrase que tout le monde normalement connaît aujourd'hui, parce qu'on la voit partout sur Internet, qui sont que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, et les temps faciles créent des hommes faibles, et les hommes faibles, et on en a plein aujourd'hui, créent des temps difficiles. Exactement. Et donc, nous avons vécu ça. Alors, je voudrais faire une dernière réflexion, enfin partager une dernière réflexion avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent. Euh, le monde a accéléré ses difficultés quand la génération de nos grands-parents est partie. Et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que moi, la génération de mes grands-parents, c'est eux qui ont connu la guerre et de multiples guerres. Moi, le PP, il a commencé par faire 39. Alors, il était dans la Légion étrangère. Il a commencé par faire 39-45. Il a fait de la captivité. Après la captivité, il a été envoyé en Indochine. Donc, il s'est tapé l'Indochine, toujours dans la Légion. Puis après la guerre d'Algérie. Bon, voilà. Et le PP, il est arrivé à la retraite après la guerre d'Algérie, en gros, tu vois, quelques années après la guerre d'Algérie. Voilà. Euh, cette génération-là, quand elle est partie, elle avait, cette génération-là, quel que soit son niveau, elle avait une tenue. Elle avait une tenue, elle avait une architecture. Alors, on peut reprocher ce qu'on veut sur la rigidité de la société de l'époque. Hein. D'ailleurs, mai 68, c'est ça. Hein. Mai 68, c'est une, un trop plein de rigidité et donc un envie, oula, je suis fatigué, une envie de liberté, une envie voilà, une envie folle de vie. On ne peut pas reprocher ça à une jeunesse que d'avoir envie de vivre, de profiter, etc. Dans une société qui effectivement avait ses rigidités. Mais ces rigidités lui donnaient une architecture. Hein, toujours, tout a toujours une face positive et une face négative. Aujourd'hui, notre société désarchitecturée semble donner énormément de liberté individuelle, mais en réalité est en train de supprimer de plus en plus de liberté. Et puis, son manque d'architecture fait qu'elle devient, par nature et par essence, de plus en plus instable. Donc, voilà, et là, bah, cet excès de liberté, en fait, individuel, hein, je parle de l'excès de liberté individuelle comportementale, morale, voilà, en termes de mœurs. Hein, je ne vous parle pas de la liberté d'expression, je ne vous parle pas de la liberté de commerce, je vous parle de la liberté de mœurs. Et cette liberté de mœurs, les mœurs étant fondamentaux pour architecturer une société, les mœurs, c'est la sexualité, mais c'est son extension bien plus intéressante que la sexualité pure, c'est son extension dans la compréhension ou l'appréhension de la notion de famille, voilà, donc c'est de courtoisie, de rapports humains et de rapports sociaux, enfin voilà, c'est tout ça les mœurs. Hein, bon. Et quand vous avez des mœurs qui se délitent, vous avez une société qui se délite. Et quand vous avez des mœurs qui sont trop litées, hein, ça n'existe pas le mot, mais vous comprenez, c'était par opposition, c'était de l'humour par opposition à délité. Et quand c'est trop lité, c'est-à-dire que c'est trop rigide, eh bien, votre société, elle peut être étouffante. Donc, encore une fois, ce que je vous exprime là n'est pas un jugement bête et méchant. Je ne suis pas en train de vous dire l'IVG c'est pas bien, je ne suis pas en train de vous dire la contraception c'est le mal absolu. Je ne suis pas dans un jugement d'un point de vue moral et je ne vous fais pas de la moraline.
Je vous dis juste simplement que soit vous avez une société qui est architecturée, soit elle n'est pas architecturée. Et tout l'enjeu de l'action politique, c'est pas de tomber, c'est justement de ne pas tomber dans un excès ou dans l'autre. C'est, et donc l'excès de permissivité comme l'excès de rigidité. L'action politique, c'est ce courage de trouver l'équilibre. Et je crois que c'est le général De Villiers qui avait écrit son livre et qui l'avait intitulé, je crois, l'équilibre est un courage. Et c'est tellement juste. Mhm. Le courage, c'est de trouver tous ces équilibres et qui demandent d'être capable de résister à toutes les tentations des pires et du pire. Alors la tentation démagogique de on est tous égaux, on est tous pareils, il faut tous aider, il faut donner plus de pognon, il ne faut pas travailler, le droit à la paresse, voilà, et on en arrive avec le droit à la paresse de Sandrine Rousseau, qui ne se rend pas compte, cette dame-là, aussi sympathique que vous la trouviez, qu'elle soit, voilà, je n'ai rien pour ou contre Sandrine Rousseau, c'est pas le sujet. Je ne parle pas de la personne, je parle du mot prononcé et de l'idée. Quand elle nous dit le droit à la paresse, imaginez une société où tout le monde revendique son droit à la paresse au même moment. Mais il n'y a pas de médecin pour s'occuper de mon papa qui est à l'hôpital aujourd'hui, qui est à 3 heures du matin, il n'y a personne pour s'occuper de lui. Il n'y a pas les pompiers pour l'emmener, il n'y a pas. Parce que droit à la paresse, oula, je suis. Flemme, flemme aujourd'hui. C'est un mot qu'on entend chez les jeunes aujourd'hui. Ah, désolé, flemme, flemme, droit à la paresse. Bon. Donc, je Ouais. me Ton retire. pépé, il aurait réagi comment si son fils Ah bah, arrivait le voir en disant ah non, flemme. non, mais alors, Pépé, si tu veux, et je pense qu'on avait le même Pépé, hein, même s'ils n'avaient pas les mêmes prénoms, même pas les mêmes parcours, pas les mêmes origines, je pense qu'en fait, on avait le même modèle de Pépé. Pépé, tu n'allais pas le voir en lui disant flemme. Tu n'allais pas le voir en lui disant Pépé, bobo. Hein, tu vois, tu es allé voir ton Pépé en disant Pépé, bobo. Moi, j'y suis allé hein, quand j'étais petit. Ah, Pépé, bobo, 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 Charles. Ah oui, t'as bobo, montre-moi. Moi, c'est rien, allez, lève-toi. Voilà. Lève-toi. Ouais, mais ça, c'est Lève-toi. parce que tu étais son petit-fils. Si c'était son fils, ça aurait été autre chose encore. C'est clair. Donc, c'est pas que tu n'avais pas le droit d'avoir mal, c'est que tu avais mal. Mais ok, et alors, lève-toi. Bon. Donc, on est dans cette nécessité aujourd'hui de retrouver un équilibre. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. D'accord. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, et ceux qui nous écoutent, je leur partage ce qui, à mon sens, est la clé de lecture principale de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce n'est pas économique. Arrêtez de croire que Elon Musk souhaite de l'argent, veuille devenir riche, et qu'en lui rayant les Tesla, vous faites du mal à Musk, comme en prenant une douche froide, vous faites du mal à Poutine. D'accord. Donc, tiens, Poutine, dites-vous sous la douche froide et glacée parce qu'il n'y a plus de gaz russe, prends ça, Poutine. Bon, Poutine, il en a rien à foutre. Et sa problématique n'est pas de savoir si vous allez prendre une douche froide ou pas. De la même manière, la problématique d'Elon Musk, de Donald Trump et de J.D. Vance, ce n'est pas de savoir si ils vont gagner plus d'argent ou moins d'argent. Ce n'est pas leur sujet. Contrairement à ce qu'on nous présente ici comme étant une évidence. Ils ne comprennent que l'argent. Non, pas du tout. Le mobile est évidemment un mobile politique qui a été résumé dans un slogan qui s'appelle Make America Great Again. Ce qui veut dire rendre à l'Amérique sa puissance, sa grandeur. Refaire de l'Amérique une grande Amérique. Et pour refaire l'Amérique d'une grande Amérique, vous avez par exemple, donc c'est un programme qui a été décliné, d'accord. Vous avez une stratégie extrêmement puissante derrière. Donc vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Vous la partagez ou vous la partagez pas, c'est pas le problème. Et je vais vous dire, moins vous la partagez, plus vous êtes opposé à Donald Trump et plus vous devez faire ce que disait Sun Tzu déjà 600 ans avant Jésus-Christ dans l'art de la guerre, vous devez comprendre votre ennemi. Et pour comprendre votre ennemi, c'est essayer d'ailleurs simplement de le comprendre et pas évidemment de l'insulter, puisque l'insulter, être dans l'émotion et dans la moraline, ça ne constitue pas une analyse. Donc, le programme Make America Great Again, ils l'ont décliné. Ils l'ont décliné sur de très nombreux sujets. Et donc, vous avez compris qu'ils le déclinaient de manière géographique. Donc, Make America Great Again, physiquement. Groenland, Panama,
la forteresse Amérique du Nord, etc., le contrôle des routes maritimes et par les pôles qui sont en train de fondre, en haut, Groenland, et puis aussi et puis le Groenland, ça permet de verrouiller l'Atlantique, hein, soit dit en passant, et puis le canal de Panama, donc évidemment les routes qui permettent Atlantique, Asie, Atlantique, Pacifique, Asie, Europe, etc. Bon, donc vous voyez bien qu'il y a une stratégie, Make America Great Again, géographiquement. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous avez Kennedy qui arrive et qui dit il faut des États-Unis en bonne santé, donc ce sera Make America Healthy Again, c'est-à-dire faire que les Américains soient en bonne santé à nouveau. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de faire passer un obèse dans une écoutille de sous-marin. D'accord? Donc, c'est compliqué d'envoyer un obèse courir 100 mètres dans une tranchée ukrainienne coursée par un drone. Donc, à un moment donné, vous avez un principe de réalité du type l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, et le mec en bonne forme physique, il a plus de chances de survie que le mec en mauvaise forme physique. Je ne fais pas de leçons. Je suis bienveillant. Je ne suis pas en bonne forme physique. Je ne suis pas capable de courir. Je ne suis plus capable de courir le 100 mètres. Donc, je ne suis pas en train de faire une leçon de morale. Je ne suis pas en train de dire, moi, qu'est-ce que je suis bien, vous, qu'est-ce que vous êtes. C'est pas ça. Je ne suis pas dans le jugement. D'accord? Je vous dis simplement, si vous raisonnez au niveau d'un chef d'État qui veut assurer l'avenir, la pérennité de sa société et de sa civilisation, eh bien, à un moment donné, vous ne pouvez pas accepter la dégradation du niveau de santé de votre population avec 60% d'obèses, avec une crise majeure autour des opiacés. Alors, on a même en France, on est le pays au monde où, alors c'est pas que les opiacés, en France, ce sont les antidépresseurs et où les médecins utilisent en termes d'outils de contrôle social des antidépresseurs qui sont prescrits dans des proportions complètement ahurissantes, ce qui fait que la moitié de la population a la bave aux lèvres. Voilà. Bon. Donc ceux qui se demandent pourquoi la population est calme, la population est calme parce qu'elle est droguée, y compris en France, via ce qu'on appelle des antidépresseurs utilisés de manière absolument majeure et qui viennent castrer vos pulsions de vie, vos envies de vie. Donc on vous vole votre vie, soit avec des antidépresseurs, soit avec Netflix, et généralement un peu avec les deux. Donc, et ça évite de vous envoyer des Netflix tout court. Vous tapez dessus, mais si Netflix et les antidépresseurs n'ont pas fonctionné, vous avez Netflix et la brave M qui viendront vous mettre des coups de gourdin sous la tête et des coups de flashball dans le crâne si vous vous tenez mal. Donc voilà, tout est prévu, ça se passe très bien. Voilà, donc revenons aux États-Unis. Donc, Make America Great Again géographiquement, en termes de santé publique. Et puis, vous avez le réarmement moral. Alors, le réarmement moral, c'est pas mon mot à moi et c'est pas le mot de Trump. Hein. C'est le mot de qui, le réarmement moral? C'est une expression utilisée par Emmanuel Macron. D'accord? Voilà. Donc, le réarmement moral, le réarmement démographique, d'accord? Souvenez-vous, le réarmement démographique, c'est aussi une expression qu'il a utilisée. C'est quand même incroyable ce genre de mots utilisé dans le logiciel idéologique d'un président comme Emmanuel Macron. Et donc, vous avez évidemment le réarmement moral aux États-Unis. C'est-à-dire que vous ne luttez pas contre les Chinois, vous ne luttez pas contre les spetsnaz russes avec des mecs qui se prennent pour des licornes à crête bleue. Alors, moi, j'ai rien contre les gus qui se prennent pour des licornes à crête bleue. D'accord? Moi non J'ai plus. rien contre eux. Hein. Grand bien leur face. Exactement, je leur souhaite que le meilleur, je n'ai que de bons sentiments à leur égard. Vivre et laisser vivre, hein, comme on Et, disait dans le temps. Hein. mais exactement, exactement. Et dans le temps, il y avait, on appelait ça l'idiot du village, le fou du village, on le connaissait. Moi, quand Pédophile du j'étais. village. Non, mais... Non, mais. Et on le laissait vivre. Et Ouais. moi, ici, qui suis dans un tout petit bled en Normandie, un gros village qu'on appelle ville, mais bon, un gros village de 10 000 habitants vu par exemple par nos concitoyens citadins des grandes villes, 10 000 habitants, mais effectivement, on se connaît vite, presque tous. Et on connaît nos fous. Et les gendarmes, ils connaissent les fous. Quand il y a un problème et que tu leur dis qu'est-ce qui s'est passé quand ils arrivent, ils disent ah ben c'est tu sais le gars là ah ouais, ouais ah, non, c'est où il est et ils vont le chercher et
ils connaissent par cœur leurs clients et ils savent très bien qui c'est qui fait la bêtise et qui c'est qui, à un moment donné, voilà, a besoin d'un traitement et bon, il n'a encore pas pris ses médicaments. Bon, ben, on va aller le chercher. Voilà comment ça se passe. Et, on, et on vit avec eux. Ils sont là. Tu vois, ils sont dans la ville. Enfin, ils sont dans le village, contrairement au fait qu'ils ne sont justement plus dans les grandes villes, parce qu'en fait, toute cette diversité, tiens d'ailleurs, tu vois aussi ce qui s'est passé pendant ces 40 dernières années, c'est ça. C'est tous ces idiots du village, pour garder l'expression, et tous les gens qui, en gros, ont un problème qui les rend inadaptés à la vie en société telle qu'elle est conçue par le standard. D'accord? Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement bête et méchant. Simplement, il y a une vie en société, il y a le standard, puis vous avez des gens qui ne peuvent pas être adaptés à ça. C'est pas grave, mais il ne faut pas les laisser tomber non plus. Il faut s'en occuper, il faut en prendre soin. Et ça, c'est le rôle de la société, justement. Donc, il faut organiser ça. Mais ils ont été chassés des grandes villes parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc, nous, ici, tout ce qu'on appelle, par exemple, les instituts médico-éducatifs. Donc, tous les enfants qui souffrent de retards mentaux importants, de trisomie, enfin, tu vois, toutes les pathologies de ce type, les accidents qu'on peut avoir lors des accouchements, les manques d'irrigation de cerveau, etc. Tous ces gamins-là, aujourd'hui, nous, on les a chez nous, en fait. On a plusieurs instituts médico-éducatifs parce qu'ici, le foncier coûte pas cher. Et donc, on peut mettre ces gens-là dans ces campagnes et dans ces villages-là. Et donc, du coup, on vit vraiment avec eux. Mhm. Et ce lien avec des gens dont on doit prendre soin par humanité, par bienveillance et par juste solidarité, c'est important d'avoir le lien avec eux. C'est important de voir qu'ils sont là. Bref, parce que ça fait partie aussi de ton réarmement, de ton armement moral, hein, de ton architecture morale. Et donc, Après, je ne suis pas sûr que quand Macron parle de réarmement moral, parce que moi, je l'ai vu quand même organiser des chouettes parties, des chouettes soirées dansantes, comme on disait dans le temps, avec des Africains trans sur le perron de l'Élysée. Donc, je ne sais pas ce qu'il entend par réarmement moral. Moi, je, je ne suis pas Pierrot, sûr que le premier bataillon LGBT d'infanterie en Ukraine va durer très longtemps, hein, voire même va déjà avoir des problèmes en Pologne. Mais bon. je rentrerai même pas dans le débat. Mais ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'on ne fait pas la guerre de manière générale avec des ouin-ouin. Et ce que j'appelle les ouin-ouin, c'est la génération cellule psychologique d'assistance, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que il se passe le moindre truc et tout est psychologisé. Donc, on est tombé dans la société des mamans. Alors, je suis profondément amoureux de ma femme. J'ai un respect infini pour ma femme et je la trouve d'un courage exceptionnel par rapport à ce que je serais moi capable de faire, c'est-à-dire incapable de supporter ne serait-ce que la mise au monde d'un enfant. Donc, j'ai un respect et une admiration infinie pour mon épouse. Voilà, donc voilà, les hommes qui sont papas et qui ont accompagné leur compagne dans ces moments-là comprendront ce que je veux dire et ça leur parlera. Voilà. Donc, moi, je suis pas. Il y a pareil, il n'y a rien de méchant quand je dis la société des mamans. Avant, on était dans la société des papas. Et donc, nos pépés, c'était la société des papas. Et je vous parlais encore une fois de cette nécessaire recherche du juste équilibre. Et Mhm. encore une fois, les choses, elles sont nuancées. Et donc, la société des papas, elle avait un inconvénient majeur, c'était elle était très dure. Et donc, Trop parfois. mais trop parfois, exactement, Pierrot. Et le gamin qui avait une petite fragilité, une Ouais, faiblesse, écrasé. je n'ose même pas te parler du gamin qui se découvrait homosexuel et qui devait dire à la génération de nos pépés, bah écoute papa, en fait j'aime les garçons. Je ne disais Effectivement, pas. il pouvait pas, il passait par la fenêtre. Donc bref, tout ça c'était des immenses souffrances. Donc bien sûr, la société des papas, elle était totalement imparfaite. Alors elle avait plein d'aspects positifs, c'était elle faisait des gens forts. Voilà. Hein, et elle produisait des gens forts. Le problème, c'est que quand tu produis en chaîne des gens forts et que ta société elle est faite en standard pour faire des gens forts,
Et ben, quand tu as quelqu'un qui a des fragilités, évidemment, on a tous nos fragilités, plus ou moins, etc. Bon, mais quand tu as des gamins qui ont des fragilités, des sensibilités qui sont un petit peu différentes, eh bien, ils ont beaucoup de mal dans cette société de gens forts et ça leur procure et produit évidemment beaucoup de souffrance. Et ça, c'est l'excès de la société des papas. Alors, pour mettre fin à la société des papas, ben, on a eu mai 68, tout ce qui s'en est suivi, etc. Et puis petit à petit, d'aiguille, de miette à miette, de fil en aiguille, on s'est retrouvé dans une société des mamans. Et la société des mamans, c'est l'inverse. Ça fait des tout mous du genou, des gens qui ont la flemme et des ouin-ouin. Pareil, attention, c'est des généralités. Bien sûr. D'accord. C'est des grandes tendances dont je vous parle là. Et dans ces grandes tendances, vous avez évidemment même pas 50 nuances de gris, mais vous Non, avez il reste des joueurs de rugby dans le tas, hein, quand même, quelque part. exactement, exactement. Il reste des gros brigands, il reste des militaires, il reste des sapeurs-pompiers, il reste voilà. Et finalement, par certains côtés, les hommes forts qui restent sont certainement plus équilibrés dans leurs forces que ne l'étaient les hommes forts de l'époque de la société des papas, qui était celle de nos grands-pères. Mais la société des mamans, ça fait une société qui est très permissive, ça fait une société qui est trop douce, ça fait une société où l'enfant est roi, ça fait une société où on souffre de limites, parce qu'en réalité, dans la symbolique un peu freudienne, psychanalytique et tout ce que vous voulez, la maman, évidemment, incarne l'affection. Encore une fois, c'est des généralités, avec toutes les palettes pour chacun, etc. Mais globalement, les dominantes, les hommes ont leur sensibilité, les femmes peuvent avoir leur force, etc. Mais dans les dominantes, les mamans qui ont mis au monde les enfants, elles sont évidemment dans une empathie et dans un amour tellement fort que leurs enfants voilà, ils ont droit à tout, ils peuvent tout faire, etc. Bon, voilà. Et puis les papas, ils incarnent l'ordre, la règle, et puis parfois, bien entendu, l'autorité ultime à laquelle on va se heurter par ce qu'on appelle une fessée quand on commence à faire une colère et qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions. Voilà. Et ça me fait penser à ma fille qui arrive et qui me dit voilà, euh, et Je qui me veux refait ton un sketch, grenier. et Je qui me veux refait, ton grenier. qui me refait un sketch qu'elle a entendu, morte de rire, un jour où je venais de la fâcher en fait. Hein. Je venais de la fâcher. Elle dit ah, toi vraiment, hein, t'es pas moderne. Hein. Ah bon, pourquoi? Bah, si tu étais moderne, tu dirais mon fils, graine de sarrasin, a eu une envie subite de pizza. Et si son corps lui réclame de la pizza, c'est important de le lui donner. Alors, je me suis levé à 3 heures du matin et je lui ai fait une pâte faite maison et je lui ai fait une pizza. Voilà, bon, évidemment, c'est une blague. Et ma fille avait réagi avec humour au fait qu'elle se soit fait gronder, ce qui était une preuve d'intelligence et ce qui a détendu l'atmosphère de manière pertinente. Voilà. Et donc, évidemment, le père, il incarne plus l'ordre, l'autorité, la punition quand il faut, et la maman, l'amour absolument inconditionnel, même quand le gamin fait une bêtise. Et nous avons tous besoin de cet infini équilibre. Et encore une fois, il ne faut pas faire des papas une maman comme les autres. Et il ne faut surtout pas faire des mamans, des papas comme les autres. Et nous avons besoin justement, l'être humain, on a besoin de cette diversité, de ces sensibilités différentes. Il n'y a rien de plus beau qu'une maman, il n'y a rien de plus beau qu'un papa. Et on a vraiment besoin de cet équilibre. Et il faut trouver le juste équilibre. Et revenons à notre ordre moral. Pour affronter les Russes, pour affronter la Chine, eh bien, il faut un ordre moral grand à nouveau, great again, aux États-Unis. Et donc, c'est toute la lutte contre le wokisme, contre la déstructuration de l'architecture sociale, familiale des États-Unis. Et je vous assure qu'on est très très loin de l'argent quand on parle de ça. Et il faut que Et ceux qui pourtant. nous écoutent aient cette clé de lecture. Et pour aller plus loin dans cette clé de lecture, les amis, vous pouvez lire, et je vous conseille vraiment la lecture du livre de J.D. Vance, Hillbilly Elegy, l'histoire d'une famille américaine, je crois en français. Très Ça bon existe. livre. Voilà, ça existe en film pour ceux qui ne voudront pas le lire. Il y en a pour tout le monde. Vous devez même avoir des versions résumées aussi. Voilà, donc, mais penchez-vous là-dessus parce que si vous voulez comprendre comment J.D. Vance il a souffert, non pas
de la société des papas, de la rigidité, de la force, et que ses propres sensibilités ont été détruites par une société trop dure, lui, il a souffert des effets de la société des mamans, de la dilution complète du lien social, de la destruction du travail, de la destruction de ce qu'étaient les hommes et la masculinité dite toxique, qui, c'est vrai, était toxique, Pierrot, d'accord? Quand les hommes avaient le droit de violer les femmes et qu'en gros on disait rien, si ce n'est, bon, elle n'avait pas qu'à le provoquer. Et puis bon, bah, ça arrive hein, aussi, hein, ça, bon, hein, voilà, Ah, un peu comme dans les banlieues, quoi. voilà, c'est ça qu'il dit. Des fois, on a envie, machin, etc. Bon, bref. Donc, tu vois, il y avait effectivement des vrais sujets C'est vrai. qu'il ne faut pas mettre sous le tapis. Il faut les voir vraiment. Il faut voir, si tu veux, les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, cette société des mamans, elle a prospéré, et ce mai 68, etc., ça a prospéré parce qu'il y avait de vraies raisons. Il y avait des vraies raisons de ce rejet. Mais ce rejet qui a entraîné la société des mamans et qui entraîne aujourd'hui un rejet de cette société-là pour de vraies raisons aussi. Et J.D. Vance les a expérimentés dans sa chair. Mm. D'accord. Il est passé de beau-père en beau-père, d'alcoolique en alcoolique, de violeur en violeur, de frappeur en frappeur, de cogneur en cogneur, d'abruti en abruti, de misère en misère, de mobilhome en mobilhome. Et finalement, comment il va s'en sortir? Il va s'en sortir avec un oncle qui va lui filer un coup de main, avec quelques profs qui vont remarquer que le gamin il est futé et donc qui vont essayer, même dans des écoles pourries et même s'il changeait d'école tous les 4 matins, de l'aider scolairement. Et il va s'en sortir avec l'armée. Voilà. Mm. Et quand il va rentrer dans l'armée, ben, il va trouver une architecture, un cadre. Ça va lui permettre de payer évidemment des études et il va pouvoir devenir avocat et commencer son ascension sociale. Et J.D. Vance n'est pas un raciste. C'est un type marié avec une femme d'origine indienne qui a fait des bébés métis. Bon, voilà. Et vous aurez remarqué, les amis, j'espère que quand J.D. Vance est venu en Europe, qu'il a fait son fameux discours à Munich, mais qu'il était d'abord venu à Paris, qu'il s'est trimballé avec femme et enfants pendant tout son voyage. C'était pas juste pour les faire voyager aux frais du contribuable américain. Hein. Et vous avez remarqué que vous voyez Elon Musk toujours avec son gamin, y compris dans le bureau ovale, qui fait le couillon à côté du Oui, président Trump. c'est clair. Vous imaginez bien, mes amis, que ce n'est pas du hasard. Non, non, c'est chorégraphié, évidemment. C'est chorégraphié. Et la Et chorégraphie. de la même manière que les trans-africains qui dansent sur le perron de l'Élysée sont chorégraphiés. Il y a un message. Enfin, il y avait un Exactement. message à l'époque Il y avait un message à l'époque. Et le message à l'époque, c'était allons au bout de la de folie. de la destruction de l'architecture que nous avions avant. C'est ça. J'utilise volontairement cette expression, j'essaye qu'elle soit pas passionnée. Non, mais tu as Tu raison, vois, la tienne hein, est meilleure que la mienne. C'est parce et, que moi, et, et que, je et que rigolais, mais c'est exactement ça. je veux essayer de ne pas donner mon avis là-dedans, parce que mon opinion, elle compte pas. C'est vrai. Donc, il voulait faire avancer effectivement cet agenda idéologique-là, et vous avez le droit d'avoir cet agenda idéologique-là. Voilà, j'ai pas de sujet là-dessus. En revanche, aujourd'hui, vous avez évidemment l'agenda idéologique inversé, et donc ça donne qu'au lieu de montrer effectivement un groupe de musique avec des blacks en barésie, machin, etc., sur le perron de l'Élysée, eh bien, on montre une famille américaine. Euh, Ça avait beaucoup fait progresser la diplomatie française en Afrique, crois-moi. je, Mais bon, bref. voilà. Et donc, ils remettent la famille euh, au cœur même de la communication et de ce qui est visible. Et donc, c'est à nouveau des papas qui se promènent avec leurs enfants. Et leurs épouses, elles sont là. Parce que leurs épouses, elles sont importantes. Elles travaillent, elles sont libres, elles ne sont pas soumises, et elles ont leur rôle de femmes modernes, mais aussi de maman. Et c'est peut-être ça le juste équilibre à chercher. J'avais commencé cette vidéo en te parlant de bienveillance et Mhm. de valeurs humanistes, Pierrot, et je les ai profondément. Et en tant que mari, que papa, que mâle, hétérosexuel, plus ou moins blanc, de plus de 50 ans, euh, À je, la barbe blanche. Nous avons déjà à, la à- barbe à la blanche. barbe blanche,
Et à la peau encore un peu bronzée, mais je reste, je reste persuadé que l'équilibre, la tempérance, c'est la sagesse que nous devons rechercher. Et c'est la sagesse que l'action politique devrait rechercher, et dans tous les domaines de l'action publique, que ce soit dans la gestion financière, que ce soit dans l'assistance, dans la juste solidarité, qui ne doit pas être de l'assistanat, de la liberté des gens. On doit laisser les gens libres. Et évidemment, on doit avoir une société qui a une courtoisie, qui a des mœurs, qui a une politesse partagée, qui a des valeurs partagées. Et ces valeurs, c'est pas juste les valeurs de la République, ce qui veut rien dire. Hein, les valeurs de la République. Bah, définis-les-moi, les valeurs de la République. C'est quoi, pour moi, le citoyen lambda, les valeurs de la République? Liberté, égalité, fraternité. Ok, ça veut rien dire, les gars. C'est du vent, tout ça. D'accord? Donc, c'est quoi? Est-ce que je tiens la porte à une dame ou est-ce que je C'est tiens pas pour. la porte à une dame? Tu vois, concrètement, tu vois, dans les Non. valeurs de la courtoisie, de la politesse. Parce que si on est tous égaux, et ben la dame, je vais lui mettre une baffe, comme je mettrais un bourre-pif à un mec qui m'a mal parlé. Hein. Il n'y a pas de raison, puisqu'on est tous égaux et que tout est pareil. Bon. Et puis la femme, elle va aller se faire trucider dans la tranchée, comme les mecs en 14, parce qu'après tout, on est tous égaux, etc. etc. Bon. Donc, Exactement. tout ça est complètement excessif. Et donc, il faut retrouver cet équilibre, cette tempérance, cette sagesse de faire des choses adaptées, qui prennent en compte le réel et qui prennent en compte les besoins quasi génétiques des êtres humains pour pouvoir faire une société fonctionnelle et où les gens puissent être heureux et épanouis, dans toute leur sensibilité, dans toutes leurs différences, voilà, sans laisser personne sur le bord du chemin. Et une fois qu'on a dit ça, on a compris pourquoi on allait dans le mur, mais on n'a pas compris comment on allait y aller. Alors justement, à ce stade, tout d'abord, je te remercie pour ce tour d'horizon succinct et plein de sagesse et plein de lucidité sur effectivement ce qui s'est passé depuis 40-50 ans. Je pense que c'est très juste. Et pour ceux qui nous écoutent hein, et qui ne te connaîtraient pas, Charles Sana n'est pas que un grand philosophe, historien et des idées comme on vient de le voir, mais tu as également, en fait, tu es un analyste financier, tu prodigues des conseils. Tu as un site qui s'appelle Insolentiae, que je mettrai dans le descriptif de la vidéo ci-dessous, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu décris là, au fond, d'abord, c'est déjà arrivé dans l'histoire à plusieurs reprises dans des empires qui sont devenus très riches et qui ensuite se sont bien viandés. Parce que le problème, c'est la transition toujours vers cet équilibre. Et parfois, bah, comme la fameuse pendule qui va dans un sens ou l'autre, on va vers des excès qui nous obligent, avant d'arriver à la position d'équilibre, à d'autres excès. Et c'est très douloureux parce que l'adaptation, malheureusement, passe parfois, j'espère pas tout le temps, mais historiquement, on nous montre que c'est souvent le cas, par de la violence physique, par des souffrances qui, elles aussi, peuvent être excessives. Alors, dans ce cadre, ce que nous n'avons pas parlé, et peut-être pour faire la transition sur l'aspect finance, c'est que cette transition a été fortement exagérée, probablement, ou permise. Cette exagération dans un sens du pendule a été permise sur ces 50 dernières années parce qu'elle correspond aussi au manque de limites que procurait dans le temps l'économie au sens premier du terme, économos, la gestion de la maison, la gestion de la maison commune, du public, qui était due aux ressources. C'est-à-dire quand on n'avait plus de ressources financières, bah, soit on devait serrer la ceinture et on revenait vers l'équilibre parce que voilà, quand on avait fait des excès, soit on devait éviter de trop dépenser individuellement ou publiquement. Mais depuis plus de 50 ans, depuis 1971, en gros, mais en fait, ça a commencé, le processus a commencé un peu plus long, mais c'est pas, on comprend que ce n'est pas obligé de remonter jusqu'à la création de la banque, la Réserve fédérale en 1911 ou 1914. 1913. 1913. 1913, voilà, voilà. Et en tout cas, la fin du dollar basé sur l'or en 1971 qui nous a permis, les États-Unis en tête et en premier, mais suivi plus tard par maintenant la Banque centrale européenne et même la Banque du Japon et la Banque nationale suisse et bien d'autres, de créer de l'argent ex nihilo de manière massive pour pouvoir ne pas avoir à choisir et ne pas à revenir à l'équilibre. Et finalement, tu veux de l'argent, tu veux acheter des voix, tu veux faire des dépenses par-ci, tu veux te faire des dépenses par-là, tu veux te servir, t'en mettre plein les fouilles, c'est pas grave, on va créer de l'argent, on va créer de l'argent, on va créer de l'argent.
Et tôt ou tard, et ce tard est en train d'arriver, on arrive à des moments où cet argent ne vaut plus rien, on part en inflation, on part en vrille. Il y a en plus des problèmes liés à l'approvisionnement de ressources. C'est quand même bête de casser ses propres pipelines et d'aller en guerre contre nos fournisseurs de pétrole et de gaz. Bon, bref, on arrive à une situation où l'aspect financier, qui nous a permis d'aller très loin dans nos excès, commence à revenir sur des lois de la physique même, je dirais, les lois physiques financières que tu expliques très bien dans tes lettres d'information, auxquelles je conseille ceux qui nous écoutent de s'abonner, se retirent comme le proverbial tapis qu'on tire sous les convives et qui vont se retrouver à être culbutés par tête, pied par-dessus tête. Et donc là, on rentre sur l'aspect justement, la dernière phrase que tu viens de dire, c'est que ça risque d'être douloureux. Et donc, comment on va y arriver avec une situation financière qui est en train de devenir, et le chauffeur de taxi, comme la femme de ménage m'en parle, ils me disent, ah, monsieur Pierrot, ça devient quand même très difficile de vivre, etc. Et je termine par une petite anecdote d'inflation. Récemment, j'ai pris des vacances, j'ai pris 2 semaines de vacances, j'étais en Turquie, pays qui d'habitude était très bon marché. Et à part le fait de trouver un hôtel en basse saison qui effectivement était bon marché, tu vas au restaurant, tu payes le même prix qu'en France. Alors ça reste pas cher pour un Suisse, mais enfin, ça commence à douiller. Et donc, c'est pas que l'inflation en Turquie fait que parce qu'ils produisent leur propre bouffe et tout, c'est simplement que notre pouvoir d'achat, il est en train de s'écrouler par rapport aux pays émergents. Et donc, on ne peut plus, et ceux qui voyagent commencent à me dire, mais dis donc, aux États-Unis, un sandwich, c'est 12 dollars. Alors qu'avant c'était 2. Un coca, ici même en Suisse, un coca, c'est passé de 50 centimes d'euros dans un supermarché à 1,50 € au supermarché. Le paquet de pâtes n'a pas changé de prix, mais c'est du 200, il est passé de 500 grammes à 200 grammes, ou à 300 grammes. Et donc, Donc, il a presque doublé, quoi. voilà, donc notre fameuse, nous qui adorons les raviolis en boîte, eh bien, on a un problème. Ils commencent à devenir très chers et de plus en plus petites. Bientôt, on a des petites boîtes comme ça de raviolis, un ravioli dans la boîte. Et, euh, et en fait, la population commence à souffrir. Et on a beau lui donner des subventions avec une bureaucratie monstrueuse autour, elle commence à tirer la langue et les frigos sont pas encore vides, mais ils se vident. Et oui, et donc tant qu'on n'aura pas remplacé l'épidémie de Covid par celle de frigovide, on n'aura pas de révolution. Non, voilà. Mais alors, n'oubliez jamais que, et notamment en France, la révolution, celle qui n'est pas arrêtée par les flashballs, celle qui n'est pas arrêtée par la police, celle qui ne peut pas être arrêtée par les forces de l'ordre. En France, comme en Tunisie, comme dans la Tunisie de Ben Ali, et comme dans l'Égypte, je me souviens de Moubarak, je crois. Oui. Ces révolutions-là, elles arrivent toujours, toujours, toujours quand les épidémies de frigo vide ont contaminé et infecté la population entière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une étincelle. Alors, souvenez-vous, l'étincelle, c'était ce jeune homme Boisizy, le jeune Boisizy, qui était un petit vendeur de fruits et légumes, qui était dans le gouvernorat. Ah, j'ai oublié le Dans gouvernorat le sud de. de la Tunisie. Ouais, c'était dans le sud de la Tunisie. Bref. Et donc, ce jeune homme, Boisizy, qui était papa, qui avait 2 ou 3 gamins, qui avait une trentaine d'années, qui était un tout petit, modeste marchand de fruits et légumes ambulant, il n'arrivait pas à nourrir sa famille, il n'arrivait pas à vivre de son travail, et il a connu une humiliation de trop par la bureaucrature tunisienne, où des flics bien intentionnés ont appliqué le règlement à la lettre, et je sais plus, lui ont confisqué sa marchandise, ou je sais pas, bon bref. Et ne pouvant plus nourrir sa famille, il est allé s'immoler devant la préfecture. Et en fait, cet acte a résonné auprès de tous les Tunisiens qui vivaient la même bureaucrature, euh, les mêmes normes tatillonnes, les mêmes flics débiles, la même répression contre finalement les braves gens, d'un pouvoir devenu complètement illégitime et stupide.
euh, et qui n'étaient plus capables de remplir les frigos et les gamelles. Et tu sais, moi, je suis un homme simple, j'ai été élevé par le même pépé que toi, donc on a, on a des éducations très simples. Et pour moi, l'action publique, c'est assurer la paix et remplir les gamelles. Voilà, d'accord. Donc, un chef d'État, il doit assurer la paix et remplir les gamelles. Alors, ça peut paraître simpliste hein, comme programme, mais vous savez, si on le met en œuvre, c'est bien plus compliqué parce que assurer la paix, ça nécessite beaucoup de diplomatie, d'armée, de stratégie, tout ce que vous voulez, et puis ça nécessite beaucoup de prospérité. Et donc la prospérité, ça nécessite beaucoup d'intelligence économique, d'industrialisation, etc., etc., et de prendre les bonnes décisions. Et puis bah, assurer les gamelles pleines, bah, ça nécessite justement, c'est la conséquence ultime de la prospérité économique pour tous, pour tous. Parce que la prospérité que de certains, c'est pas intéressant. Et donc le problème, c'est pas que vous ayez des gens qui gagnent trop d'argent. Le problème, c'est que vous ayez trop de gens qui en gagnent pas assez. Donc le problème, c'est pas la prospérité de quelques-uns. Le problème, c'est que la prospérité doit être pour le plus grand nombre. Et l'action publique, ça doit être ça. La politique et le seul programme politique qui tienne, c'est remplir les gamelles et assurer la paix. Et vous savez, si on parle d'un chef d'État en France, d'un roi, qui s'appelle Henri IV, et qu'on en parle encore, c'est parce qu'il a fait deux choses. Il a fait que deux choses, ce type. Il a fait la poule au pot, c'est-à-dire qu'il a rempli les gamelles. Il a rempli les gamelles. Et il a assuré la paix avec l'édit de Nantes et en mettant fin aux guerres de religion. Ouais. Et donc, l'action publique, l'action politique, je le redis et je le répète, remplir les gamelles, assurer la paix, voilà. Garder Henri IV comme comparaison pour comprendre ce que ça veut dire, ce que ça peut impliquer. Donc, quand vous le faites, quelle est votre place dans l'histoire. Le général de Gaulle, c'est pareil, hein, il va assurer la paix et il va remplir évidemment les gamelles et assurer les conditions de la prospérité française, conditions sur lesquelles qu'il a mis en œuvre, qu'il a mis en place et sur lesquelles nous vivons toujours. Hein. L'aéronautique, c'est de Gaulle, le nucléaire et l'électricité, c'est de Gaulle, les barrages hydroélectriques, c'est de Gaulle, enfin bon, voilà. Donc, si vous voulez, il faut se rendre compte de ce que ça implique. Donc, pour en revenir à ta question que j'ai déjà oubliée, Ben, on, c'est l'aspect financier. on se retrouve dans une situation où, de toute manière, il n'y a plus d'argent. Ouais. Voilà. Il n'y a plus d'argent. On est dans une situation où on a bouffé la grenouille. Et quand on a bouffé la grenouille, à un moment donné, il faut passer à la caisse. Alors, on passe déjà à la caisse. Tu parlais de l'inflation, on passe à la caisse par l'inflation. Il n'y a rien de gratuit. C'est-à-dire que les gens pensent que l'État leur donne, donc c'est gratuit. Mais en fait, ils le payent. Ils disent, mais je ne paye pas. Bien sûr que si, tu payes. Et vous payez tous, notamment par des salaires très, très faibles. C'est-à-dire qu'en France, quand quelqu'un perçoit Oui. 2 000 euros, l'employeur, en réalité, il a dépensé plus de 4 000 euros. Donc, vous ne percevez que même pas la moitié de ce que vous avez coûté à votre employeur. Donc, en réalité, déjà, vous payez toutes les aides. Tout le monde paye toutes les aides par des salaires faibles. 2 fois plus faibles que ce qu'on leur donne réellement, en fait, puisque c'est ce qu'ils coûtent. Donc, déjà, nous, en France, on le paye par des salaires faibles, ce qui n'est pas le cas en Suisse, Pierre. En Non, Suisse, vous c'est vrai. avez des salaires élevés. Donc, vous avez des Ouais, je prix qui pense sont que élevés, mais vous avez des salaires qui sont élevés. Donc en France, déjà, on paye ça par des salaires très faibles. Ensuite, on paye ça, évidemment, par l'inflation. Ça, en Suisse, c'est pareil. Tu as l'inflation qui arrive. L'inflation, mes amis, elle va pas elle va pas ralentir. Elle va au contraire accélérer euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est non pas la disparition des ressources, non pas la raréfaction des ressources naturelles. Alors, pour certaines, il y a raréfaction, pour d'autres, il n'y a pas raréfaction, mais pour toutes, il y a enchérissement de leur coût d'extraction. Et c'est extrêmement facile à comprendre. L'homme est flemme, flemme. Hein. Sandrine Rousseau, droit à la paresse. Donc, c'est pas Sandrine Rousseau qui l'a inventé, c'est dans la nature humaine. Depuis que l'homme est homme et depuis que Ève a croqué dans la pomme alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire et qu'on s'est retrouvé sur Terre à devoir travailler pour avoir notre pitance, eh bien, nous avons cherché à nous faciliter la tâche.
Alors, l'invention de la roue, l'invention du palan, l'invention de tous nos outils, de l'effet de levier, de la grue, tout ça, c'est fait pour nous faciliter la tâche et nous rendre le travail moins pénible. Donc, on va toujours au plus facile, tellement le travail était pénible. Donc, évidemment, on a commencé par extraire là où il y avait le plus de densité de la matière qu'on voulait dans cette mine. Donc, on a commencé par extraire dans les mines où il y en avait le plus, pour aller vers les mines où il y en a le moins. On a commencé par aller chercher le bois dans la forêt la plus proche avant d'aller le chercher dans la forêt la plus lointaine. Tout ça est extrêmement logique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des ressources naturelles, mais évidemment, ces ressources naturelles, elles sont plus profondes, plus loin, plus coûteuses, moins denses. Donc, il faut sortir plus de tonnes de sable ou de terre du même endroit ou d'un endroit pour en retirer toujours moins de la matière que l'on est en train de chercher et de miner. Et donc, si vous faites une extension de tout ça, vous devez comprendre que la géopolitique de ces dernières années, on va dire globalement depuis le tournant des années 2000, ce ne sont que des guerres pour les ressources. Ce sont des guerres de prédation pour les ressources naturelles et pour les matières premières. Ce qui se passe en Ukraine est une guerre de prédation pour les matières premières. La guerre contre le terrorisme, suite au 11 septembre 2001, n'était pas une guerre pour apporter la démocratie à coups de canon partout. Ça, c'est ce qu'on a vendu aux populations pour que vous disiez, mais nous, on est le camp du bien, on est les gentils. Non, en fait, on est les méchants, on bombarde tout le monde, on a tué des millions de gens à travers la planète. Ça, c'est la réalité factuelle, historique, et nous serons jugés comme ça si à la fin, nous ne sommes pas que les seuls vainqueurs. Voilà. Bon, je vous rappelle que les tribunaux Ça va pénaux... être difficile, ça. Ça va être difficile, mais les Si, tribunaux on va pénaux... pas pouvoir écrire l'histoire, là. Non, mais alors, mon fils qui fait de l'HGGSP, donc je sais plus enfin, bon, en gros c'est la géopolitique au lycée, et il avait tout son chapitre sur la justice internationale. Et il vient de voir, quand même, c'est bien la justice internationale, papa, Nuremberg, le tribunal de La Haye, regarde, la Serbie, Milosevic, machin. C'est très bien, mon chéri. Est-ce que tu vois une constante qui se dégage de ce que tu viens de me dire? Je dis, bah, non, non, je sais pas. Tu essaye, réfléchis un peu. Ah, non, non, je veux pas. Ne sont jugés que les perdants. Déjà, Voilà, j'allais ajouter, déjà. cite-moi une guerre gagnée par les méchants. Voilà. Ça Hein. n'existe pas. Ça n'existe pas. Les méchants ne gagnent jamais les guerres. Bon. Parce que l'histoire, évidemment, Écrite par les vainqueurs, c'est tout. écrite par les vainqueurs qui sont forcément présentés comme les gentils. Bon, ouais, donc, C'est comme ça. effectivement, il n'y a jamais une guerre gagnée par les méchants et il n'y a jamais un tribunal pénal international et une justice internationale qui jugerait un vainqueur. Voilà. Donc, Non, pour les gens qui douteraient, hein, My Lai, massacre de My Lai, hein, aux États-Unis, 0 jour de prison, hein, pour les mecs et pour les commandants et pour les soldats. 0. eh oui, on ne juge pas les vainqueurs. Parce Donc, que c'est très connu. Mais bon, il y en a d'autres, hein, mais non, non, voilà. mais il y en a plein. Je veux dire, regarde tout ce qui est sorti qui a valu à Julian Assange de passer la moitié de sa vie Voilà, en ouais, isolement. voilà, enfermé dans l'ambassade vénézuélienne, en prison, etc. Bon, ce qu'il a balancé, c'était tout simplement les vidéos des massacres et des crimes de guerre américains en Irak. Eh ouais. Donc voilà, donc, bon, tout ça, ce sont des guerres pour les ressources et pour la prédation. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ces 25 dernières années, d'accord, Pierrot, 25, on est en 2025, globalement, ça a commencé en 2000. Je rappelle que ça n'existait pas en 2000, d'accord, ça arrive en On avait 2005. notre Nokia et qui allait très bien. Voilà, mais on n'avait pas les smartphones, on avait juste les premiers téléphones portables qui faisaient juste téléphone. C'est bien Et pour ça, ça comme qu'on tu peut dis, pas. C'est bien pour ça qu'il n'y a plus de 11 septembre aujourd'hui, parce qu'il y a trop de gens qui filment tout. ça c'est autre chose, encore une fois, ça c'est autre chose. Euh, ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est qu'on sait ce que ça a changé Mhm. le 11 septembre. Et ça a permis aux États-Unis de faire des guerres partout dans le monde. Enfin, pardon, d'apporter la démocratie à des Oui. pays qui en avaient besoin. Et qui, en On échange, ne louera jamais, on ne louera jamais assez la capacité du B-52 à apporter la démocratie. C'est un exactement, absolument exactement. formidable. C'est formidable comme le B-52 réussit à Mais apporter la pardon, je démocratie t'interromps, excuse-moi. dans les pays du monde entier.
surtout, Pierrot, dans les pays qui ont des ressources naturelles qui nous sont utiles. Et Et qui donc, n'ont pas de défense contre-aérienne, c'est beaucoup plus facile dans ces cas-là. Quand tu es en exact, sandales, un pays avec des gens en sandales, c'est quand même mieux pour amener la démocratie. Et sandales plus pétrole, c'est quand même mieux. c'est ça. Et donc, l'un des derniers grands bastions, d'ailleurs, de ces réserves naturelles, vous remarquerez quand même, si vous regardez la carte, que c'est un immense pays qui s'appelle la Russie. Je dis ça, je dis rien. Et donc, l'un des enjeux, ben, c'est pour ça que bon, je fais un instant pub 30 secondes, mais l'un de mes derniers dossiers stratégiques, c'était Yalta 2.0, voilà, vers un nouvel ordre mondial, mais il faut comprendre, c'est sur Amazon, vous pouvez le commander, mais il faut comprendre que c'est des guerres pour les ressources et que la Russie tient une place particulière dans les réserves mondiales de ressources, une place essentielle, et que tout l'enjeu, c'est la manière dont la Russie va accepter de partager ses ressources avec le reste du monde ou pas. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Ensuite, Salauds de rouge quand même, salauds de rouge qui ont mis ça, leur pays à côté des bases militaires américaines et de l'OTAN et qui ont ce mauvais goût d'avoir encore tout plein de ressources qu'ils ne veulent vendre qu'à la Chine et pas et au prix qu'ils veulent, qui, soit dit en passant, n'était pas un prix abusé, puisque vous avez tous bien vu que depuis que les Russes ne vendent plus le gaz, ça fait quand même très mal sur nos factures, les enfants. Donc ça, c'est le premier facteur, gardez bien tous en tête ces histoires de accès aux ressources, guerre autour des ressources, etc. Deuxième facteur à comprendre, et j'explique vraiment tout ça là-dedans, parce que voilà, et puis on terminera par le dernier facteur qui est les guerres idéologiques, souverainistes, mondialistes, mais deuxième facteur très important à comprendre, c'est l'effet de la mondialisation qui avait démarré à partir de l'an 2000, globalement. D'accord ? C'est-à-dire que globalement, le monde de nos grands-parents, le monde de Giuseppe et de mon pépé, ce sont des mondes qui ont pris fin à la fin du siècle et à la fin du millénaire. Donc jusqu'en l'an 2000, il y avait suffisamment de gens qui avaient vécu comme les Romains pour se souvenir d'un autre monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, mon pépé, quand il était gamin, bah, il se baladait à Calèche, en fait. Et c'est important que vous compreniez ça. C'est qu'il n'avait pas de téléphone portable, il n'avait pas d'Internet, il n'avait pas de satellite. Peu importe qu'on ait marché sur la Lune ou pas marché sur la Lune. Et voilà, on n'avait pas les fusées et l'espace. Et globalement, moi, l'eau courante, il l'a eu en 1962. Et jusqu'en 1975, il se chauffait avec un poêle et il n'y avait pas de chauffage central. Donc, sensiblement, mon pépé, en données corrigées d'utilisation du charbon, il vivait comme les Romains. Il se déplaçait comme les Romains et sa perception du temps et de l'espace était sensiblement identique à celle des Romains. Et puis tout a changé, tout s'est accéléré. Les billets d'avion se sont démocratisés, les compagnies low cost sont arrivées, mais c'est entre 2000 et 2010 que ça arrive, ça, d'accord? C'est très récent. Les smartphones sont arrivés. Je crois que le premier iPhone, vous nous corrigerez dans les commentaires, les amis, mais je ne sais plus si c'est 2005 ou 2007, mais bon, en gros, je crois que c'est 2007 ou 2008, un truc comme ça, pour l'iPhone 1, qui est le premier smartphone qui arrive. Tout ça est tout nouveau, très récent. La mondialisation a accompagné ce mouvement. Et la mondialisation est profondément déflationniste, puisque en réalité, avant, on produisait tout ici au coût d'ici. Et puis on a fermé toutes les usines pour produire pas cher au prix de là-bas. Et donc effectivement, aujourd'hui, on peut acheter un canapé made in China pour pas très cher, on peut acheter des fringues à 5 balles ou à 10 balles chez Kiabi qui sont d'extrêmement bonne qualité en termes de rapport qualité-prix. Kiabi, la mode à petit prix, non mais enfin oui, mais c'est du délire en réalité. Enfin voilà. Donc on a des armoires qui sont pleines, on a plein de godasses, on a plein de machins. Et on a vu avec Pierrot, en tant qu'ancien combattant avec la barbe blanche, nous avons été élevés par Giuseppe et par Pépé, où on ne jetait rien, mais où on ne possédait rien. Hein, on possédait extrêmement peu.
Et quand vous ouvriez un placard et une armoire, il n'y avait pas grand-chose. Mais Il y trois avait, chaussettes, deux pantalons, deux t-shirts, une chemise. Enfin voilà, le dimanche. Ouais. et Pierrot, quand il y avait un trou dans la chaussette, on la reprisait. Bon. Ah, je sais faire encore ça. Ouais, mais moi aussi, je sais faire. Moi aussi, je sais Ah, faire. Ce qui fait délirer mes gamins pendant nos longues soirées d'hiver normandes où je leur apprends ce genre de trucs, et on rigole bien. Voilà. Et ils en reviennent quand même pas. Ils disent, mais papa, tu le faisais vraiment. Mais regardez les chéris, je sais encore faire. Donc bien sûr, je le faisais vraiment. Ils t'ont vraiment appris ça, papy, mamie. Mais oui, ils m'ont vraiment appris ça quand Et puis j'étais quand tu ne peux plus les rapiécer, tu les transformes en chiffon ou en bandelettes pour nettoyer le canon de ton arme, des trucs. Enfin, ouais, voilà. ou alors bon, sans même convoquer l'armement, on va dire, pour cirer les chaussures, Ouais, pour effectivement nettoyer les meubles. Euh, voilà, exactement. c'est pour boucher un trou dans une cave par lequel tu as de l'air froid qui passe. Euh, Voilà, Je, je, pour mettre de je- l'huile le, sur un truc. Enfin, ouais. le grand-père de ma femme, qui est suisse pourtant, je me souviens que avant qu'il décède et tout ça, dans sa maison, il y avait un petit, il faisait comme nous tous, hein, il gardait tout, et il y avait même une petite boîte avec bout de ficelle qui servent à rien, l'étiquette. Parce qu'ils étiquetaient tout en Suisse, c'est tout bien organisé. Ça, vous êtes terrible. Je suis admiratif de l'organisation suisse. Euh, euh, Quand j'étais venu te voir à l'occasion du voyage, j'étais venu te voir en Suisse et j'étais allé à Gruyère, là, c'est une magnifique cité de Gruyère qui n'a rien à voir avec les Mentales. Et faites Non, attention à ce que vous dites. Hein. Et j'étais avec mon grand camping-car, mon gros camping-car, et je me suis trompé de sortie. Enfin, je me suis trompé de sens dans le parking. Et donc, tu avais un gardien, pas un policier, mais le gardien du parking qui est tout de suite venu me voir, m'a arrêté, bon, m'a aidé à me repartir dans le bon sens. Mais qu'est-ce que je me suis fait fâcher, mais très gentiment, tu vois. Et les enfants, ils en rigolent encore. Mais la logique, monsieur, la logique. Il m'avait fâché, mais il m'avait fâché, comment te dire. Oui, il y avait à la fois une autorité normale, c'est logique, c'est pas comme ça que tu dois faire, mais non, mais monsieur, c'est pas possible ça, vous ne devez pas faire ça. Donc vraiment, tu vois, je m'étais fait fâcher, mais il n'avait pas appelé la police, il n'y avait pas eu d'amende. bien sûr. Bon, voilà, tu vois, et puis évidemment, j'avais tout à fait obéi, j'étais évidemment pas dans le bon sens, mais j'avais rien compris au truc, tu vois, j'avais fait vraiment la bêtise. Et donc il m'a fâché, mais il m'a remis dans le bon sens, tu vois. Et donc, mais tout est hyper effectivement structuré, et quand tu n'es pas dans la structure, tout de suite tu es rappelé à l'ordre. Ce qui fait que quand même, le truc marche bien au bout du compte. Parce que dès qu'il y a un grain de sable, tu as quelqu'un qui vient, non, non, le grain de sable, non, non, remets-toi dans Et le je sens. t'assure que les mêmes, on fait ça pareil avec les gens du voyage, hein. Ils peuvent pas garer leur roulotte comme ils veulent, hein. Ouais, Et ici en Suisse, ils disent oui monsieur, bonjour monsieur, merci. Et voilà. Et ça se ça se passe passe bien. bien. Et ça se passe bien. Voilà. Et d'ailleurs, ça serait normal que ça se passe toujours comme ça. C'est bonjour monsieur, oh bah je suis pas dans le bon sens. Bah, excusez-moi, je vais me mettre dans le bon sens. Voilà, bon, et puis tout va bien. Et puis tu te gardes dans le bon sens et tout le monde est content. Et ça te demande pas un effort incommensurable que de sortir dans le bon sens. En plus, c'est moins dangereux. Tu évites de bloquer tout le monde, donc tout ça est tout à fait logique. Et puis comment te dire, euh, ça fonctionne. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que tu aies une vie en collectivité qui marche bien, il faut que tout le monde travaille à peu près dans le même sens. Voilà. Et en général, ça se passe mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liberté individuelle. Ça veut juste dire qu'il y a de la liberté individuelle et des règles communes qui font que les libertés individuelles peuvent s'exprimer justement pleinement et entièrement. Donc la Suisse est une société vraiment très très intéressante, une démocratie très intéressante. Je sais que toi, tu trouves que ça se dégrade, mais ça se dégrade partout. Et donc, effectivement, quand tu regardes les parachutes, le parachutiste suisse, il est quand même un peu plus haut que le parachutiste français, qui est déjà nettement plus proche du sol. Donc, la mondialisation s'est installée. Et nous, on était avant dans une société de la pénurie. Et donc, quand nous étions enfants, nous n'avions pas grand-chose. J'avais pas des sacs entiers de jouets, j'avais pas des armoires entières de vêtements, j'avais pas l'impression d'être malheureux. Hein. Bon, on n'avait pas la climatisation dans les bagnoles, on n'avait pas la direction assistée, on n'avait pas. Bon. Donc on était dans une société, et nous on a grandi, Pierrot, dans une société
où il y avait beaucoup moins de confort, y compris pour les gens riches. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens riches avaient de l'argent à l'époque qu'ils avaient de la climatisation qui n'existait pas dans les voitures. Donc, et qu'ils avaient la direction qui n'existait pas dans la direction assistée qui n'existait pas dans les voitures. Même C'est juste le chauffeur qui se faisait chier à c'était le, garer la Rolls-Royce. exactement, c'était le chauffeur qui devait avoir des gros biscottos et qui prenait la suée et la transpiration quand il faisait chaud l'été. Donc, on était dans une société de la frugalité. Et dans cette société de la frugalité, en fait, on vivait mieux. On vivait mieux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y avait beaucoup moins de tentations, donc il y avait beaucoup moins de besoins. Et donc, comme il y avait beaucoup moins de tentations et beaucoup moins de besoins, nous avions beaucoup moins de frustration. Et la frustration et l'envie créent le malheur. Voilà. Et donc, nous avions beaucoup moins de frustration et d'envie. Donc, en fait, nous étions beaucoup plus heureux. Et on pouvait se concentrer sur des choses beaucoup plus importantes et essentielles qui étaient de partager un plat de patates ensemble quand on n'avait pas beaucoup de sous, on rajoutait de la viande quand on avait un peu plus d'argent, mais on partageait quand même le plat de patates et finalement on n'était pas si mal que ça, un Tintin dans un champ à faire des patates partagées avec les copains et à boire un bon litron de rouge qui était du la villageoise quand on n'avait pas de sous et à Montpétrus quand on était très riche. Voilà. Mais la logique était la même et les gens étaient beaucoup plus heureux. On avait beaucoup plus de temps puisqu'on n'avait que 3 chaînes télé. Donc finalement, on ne regardait pas beaucoup la télé, on lisait beaucoup plus et nous avions une société qui était beaucoup plus lente, beaucoup plus compatible avec ce qu'un être humain est capable de gérer. Et puis la mondialisation est venue, on a transféré et fait le plus gros transfert de richesse sans nous avoir demandé la permission de le faire. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui a été voté démocratiquement, c'est quelque chose qui nous a été imposé. Et donc les entreprises se sont mises à fabriquer là-bas et à vendre ici. Et donc nous avons perdu nos boulots, nous avons déstructuré nos sociétés, nous avons perdu nos entreprises, nos usines. Le chômage de masse, évidemment, est arrivé. À ce chômage de masse, on y a répondu aux États-Unis par des opiacés, de la drogue, de la malbouffe, du diabète et l'abêtissement des masses, la société des loisirs, beaucoup de télé pour les abrutir et puis les opiacés pour les droguer et un peu d'aide sociale. En France, on y a répondu par le RSA, le RMI, le RSA, la prime à l'emploi, la prime de Noël, la prime de rentrée, la prime inflation, les tickets resto, les chèques vacances. Vous comprenez? Les tickets de rationnement. Voilà. Le socialisme, c'est s'arroger le droit de distribuer les tickets de rationnement. C'est ça le socialisme, les amis. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et tous ces chèques, chèques vacances, chèques restaurants, peu importe que ce soit dématérialisé ou pas, chèques rentrée, chèques inflation, chèques Noël, ce sont des tickets de rationnement. Et des tickets de rationnement qui sont faits pour acheter des trucs qu'on fait venir de Chine et qu'on paye avec de l'argent qu'on imprime, parce qu'évidemment, les impôts que l'on paye ne sont pas suffisants pour financer le modèle social que nous devons financer pour assurer la paix sociale dans ce monde mondialisé. Et Donald Trump et J.D. Vance et Elon Musk, ils vous disent, eh ben, faut arrêter ça. Parce que ça ne peut pas marcher et qu'à un moment donné, eh ben, il faut ramener les usines ici. Alors, vous Parce savez, Trump, que, et c'est aussi parce que ça correspond à un moment où c'est un peu la dernière limite avant la faillite finale du modèle. Et aux États-Unis, n'importe quelle personne qui est un entrepreneur, et je suis étonné que bon, Trump n'a peut-être pas eu les moyens de le faire dans son premier mandat, mais on peut dire beaucoup de choses sur ce personnage, sur son... Bon. Mais en tout cas, il a fait du business. Là, il a amené des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le business. Hein. Elon Musk, c'est pas un rigolo. Et particulièrement Elon Musk, c'est quelqu'un qui sait restructurer une entreprise. On a vu avec X comment il a tapé dans le bois mort. Ça a été la tornade, quoi. Enfin, le bois mort, il est parti en quelques jours. Et donc, c'est un peu on voit très bien quand on regarde un bilan d'une entreprise, bon, cette entreprise est morte. Alors, c'est un État, c'est pas exactement une entreprise. Donc, il y a un tout petit peu plus de marge, mais un État peut faire faillite comme une entreprise et avec des conséquences désastreuses pour ses employés et ses clients qui sommes nous. Et donc là, je crois qu'effectivement, ils se sont dit,
c'est maintenant ou jamais, on doit revenir à une rentabilité parce que sans être rentable, on ne peut plus emprunter, on n'est plus crédible sur le marché des emprunts, sur l'obligataire. Et qui est assez fou pour prêter de l'argent à un pays comme l'Angleterre ou la France? Alors, je dis ça, il y a 20 ans, j'aurais dû acheter de la dette grecque. Je pensais que c'était complètement débile de le faire, mais du 20% par an, en fait, ça aurait été vachement bien. Il fallait avoir une sacrée paire de melons là où il faut pour avoir pensé ça à cette époque. Peut-être qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on rémunère la dette française, elle n'est pas rémunérée comme la dette grecque de 2007 ou de 2008. Donc, qui prête à Non, trois on n'est pas quatre à pour 20%. On n'est pas à 20%, effectivement. Donc, on est pour le moment à 3, entre, allez, on va dire à 3,50 pour la faire courte. Donc, prêter à la France à 3,50, c'est très risqué. Quand tu lui prêteras à 15%, vache. ça sera effectivement plus intéressant. Mais euh, tu sais, souvent, j'ai l'habitude de résumer le problème de la manière suivante. Pourquoi il ne se passe rien en France et pourquoi il ne se passera rien en France et pourquoi nous irons faire faillite en France et que nous irons jusqu'au bout de la bêtise, c'est parce que les conséquences. Alors, écoutez bien, la phrase est un peu torturée, les copains. Les conséquences des politiques à mener pour éviter la faillite et les conséquences de la faillite elle-même sont sensiblement identiques. Je reprends. Qu'est-ce qui fait Elon Musk? Eh bien, pour éviter la faillite, parce que c'est bien de ça dont on parle, Pierrot, et tu as raison de poser la question comme ça, et je t'en remercie, et nos auditeurs peuvent t'en remercier. Quand tu as 35 000 milliards de dollars de dette au niveau des États-Unis, c'est sensiblement la même chose que quand tu as 3 500 milliards d'euros de dette au niveau de la France, c'est-à-dire que tu es en faillite virtuelle, d'accord? Donc la faillite, elle n'est pas encore actée, mais le coût de la dette, le remboursement de la dette, etc., prend une telle place dans le budget. Donc aux États-Unis, c'est 1200 milliards de dollars de coût de la dette par an. Et ben nous, en France, ça va être à peu près 120 milliards d'euros par an en France. Et donc, c'est globalement la moitié du budget de l'État, juste pour payer les intérêts. Avec aucun signe de redressement. Enfin, en plus, tu Donc, dis, tu et en montes et tu rajoutant, tout. et en Ouais. rajoutant, donc c'est mort, c'est plié. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit tu fais rien et tu finiras par faire faillite dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, tu trouveras des expédients, tu vas augmenter les impôts. Bon, à un moment donné, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, et à un moment donné, quand tu rentres en collision avec ta voiture dans un mur en béton armé de 4 mètres d'épaisseur à 300 km/h, généralement, même si tu as un airbag et une ceinture, ça se passe pas bien. Et donc, tu as des choses comme ça, c'est le mur du réel, tu te fracasses dessus, ça fait mal, et des fois c'est mortel. Donc, tu fais rien et ça finit par arriver, même si tu ne connais pas ni le jour ni l'heure exacte, mais tu sais que ça va arriver. Soit tu fais, et donc le jour où ça arrive, bah, quand tu es en faillite, c'est très très simple, hein, il n'y a plus personne qui te prête. Donc là, tu as deux façons de faire. Soit tu imprimes de la monnaie pour payer, et de toute manière, plus personne veut de ta monnaie, donc tu pars en inflation ou en hyperinflation, et donc tu payes ta faillite par l'inflation. Et tu finis comme les Allemands avec des brouettes de billets de l'Allemagne de Weimar, et l'once d'or vaut à cette époque 88 000 milliards de marques. 88 000 milliards de marques, l'once d'or, donc c'est évidemment pas l'once d'or qui est cher, c'est le marque de l'époque qui vaut juste plus rien, et donc tu allumes du feu avec tes billets, tellement ça n'a aucune valeur, tu peux même pas acheter une miche de pain. Voilà. Donc ça, et donc tu es obligé sinon tu es obligé de fonctionner ce qu'on appelle en ligne créditrice, c'est-à-dire que tu ne payes que dans la limite de l'argent que tu as. Ce qui revient à dire aux retraités qu'ils n'ont plus rien, puisque tu ne vas pas payer les retraités et pas tes policiers. Donc tu vas payer que la moitié des retraites. Tu vas payer que le tiers des RSA, voilà, puisque de toute manière, tu ne vas pas payer ceux qui foutent rien. Pour concentrer le peu de paiement possible sur les fonctionnaires dont tu as encore besoin et que tu peux encore garder. C'est-à-dire globalement, les mecs qui perçoivent l'impôt, les flics, les gendarmes, les CRS, surtout les CRS et les tapeurs de matraque, et puis l'armée. Voilà. Hein, donc, donc tes Ouais, parce fonctions que quand les, tu les payes plus. plus ça, j'ai vu en Afrique, quand on arrête de payer l'armée, Eh ben, l'armée ça se se termine mal. terre. Voilà. Se terre.
et ça se termine par un coup d'État. Donc voilà. Donc si tu veux, voilà ce que c'est qu'une faillite d'État. Et puis tu as la politique de Trump, incarnée par Musk, où on dit c'est des fous, c'est des fous, c'est des fous, ils sont fous, c'est des tarés, des fascistes, des mecs d'extrême droite. D'accord, bon. Et là, voilà, t'as tous les ouin-ouin et les fragiles qui ont rien compris. Rien compris. Et encore une fois, tu as le droit de détester les mecs, tu as le droit de détester leur approche, leur manière de s'exprimer. Tu peux trouver que Trump est un type odieux, que Musk est un type méprisant. Bon, évidemment, en fait, tu as le droit de ne pas les trouver gentils, c'est pas le problème. Je m'en fous, tu as le droit de les détester. Je ne suis pas en train de te dire que je les aime en plus. C'est pas, c'est pas mon sujet. C'est que ce qu'ils font là, c'est que Trump, il te donne la première partie de l'équation. C'est-à-dire qu'il dit, je sais que les conséquences de la politique à mener pour éviter la faillite sont sensiblement équivalentes aux conséquences de la faillite elle-même, sauf que moi, j'ai pas fait faillite. Sauf que moi, j'ai pas fait faillite. Et donc, je vais évidemment couper dans les dépenses avant d'être à la faillite. Et tu rappelais Twitter, où il arrive chez Twitter, il vire 85% des gens, et Twitter a continué à tourner. Il n'y a pas eu une seule panne de Twitter. Twitter n'est pas resté hors ligne pendant 6 mois. Twitter a marché tous les jours, avec 80% de gens en moins et de charges en moins. Eh bien, de la même manière, c'est ce qu'il fait au niveau de l'État. Et les gens, c'est pas possible. Il a supprimé le département de l'éducation nationale. Non, mais nous, en France, l'éducation nationale, il y a 35% des gens qui ne sont pas devant un élève. Mais on n'en a pas besoin de ces gens-là. Tu vois, on n'en a pas besoin. Et donc, aujourd'hui, on paye des gens à enfiler des perles, à faire des programmes délirants, alors qu'à la limite, on pourrait discuter du fait d'avoir des gens devant les gamins et de dire, ces 35%, on les met à l'enseignement. Au moins, il servira à quelque chose. Là, ils servent vraiment à rien, si ce n'est à faire suer ceux d'en bas, qui, eux, essayent vraiment d'enseigner en leur demandant toujours plus de chiffres, d'administratifs, de CERFA, de dossiers, de machin. Donc en plus, non seulement il faut les payer à rien foutre, mais non seulement ils foutent rien, mais en fait, ce qu'ils foutent, ils ne foutent pas rien, c'est ce qu'ils foutent viennent rendre le travail plus difficile de ceux qui travaillent et qui font réellement quelque chose d'utile. Donc c'est doublement destructeur. Non seulement ça coûte beaucoup d'argent, mais en plus, ils empêchent ceux qui travaillent de réellement travailler. Et c'est pareil dans l'hôpital, dans la médecine, etc. Donc, Trump, il dit, eh bien, il va falloir qu'on réduise les dépenses de telle manière à ce qu'on évite la faillite et qu'on assure la solvabilité des États-Unis. Alors, vous imaginez sur un marché international où tout le monde a besoin d'argent, dans un marché normal, où ce n'est pas les banques centrales qui rachètent les dettes, ce qui veut dire qu'elles créent de la monnaie, ce qui veut dire qu'elles créent de l'inflation. Dans un monde normal, c'est l'épargne des uns qui finance les déficits des autres. Les excédents d'un côté qui financent les déficits de l'autre. Dans ce monde normal, vous allez avoir des États-Unis qui sont en train de faire des efforts considérables pour garantir leur solvabilité à long terme, et puis la France. Et vous, vous êtes un investisseur international. Vous financez qui? Les États-Unis de Musk, qui est méchant, il est horrible, il est affreux, fasciste. Ok, mais vous prêtez aux États-Unis de Musk, qui maîtrise les dépenses, et donc qui assure la capacité de remboursement, ou vous prêtez à la France de Beyrouth Secours, d'accord, dont on ne sait même pas combien de temps il va tenir. Bon. Et on n'est pas capable de baisser du moindre centime nos dépenses. On sait faire qu'une chose, en Corée de l'Ouest, on augmente les impôts. Bon. Vous prêtez à qui quand vous êtes un investisseur international? Et donc, évidemment, ça va jouer sur le prix de l'argent, sur le taux d'intérêt de la France. Mais ça va encore plus loin que ça. C'est que quand vous êtes en Corée de l'Ouest et que vous avez le droit à la liberté de parole, mais ce n'est pas une liberté complète. Parce que la liberté totale, c'est pas bon. Méchant la liberté totale. Il ne faut pas la liberté totale. C'est nazi. On nous a expliqué que la liberté d'expression, c'est nazi. Attention. Voilà. Donc, vous savez, la liberté, c'est comme une femme enceinte. Une femme, elle n'est pas un peu enceinte. Elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. Il y a des choses comme ça qui sont un peu binaires dans la vie. Et on est libre ou on n'est pas libre. On n'est pas un peu libre. Quand on n'est que un peu libre, on n'est pas,
On n'est pas en Corée du Nord, mais on est Prenez en un Corée de zoo l'Ouest. d'être libre dans sa cage. Exactement. Donc, la liberté, elle doit être pleine et entière. Parce que la liberté, les amis, c'est aussi la créativité. C'est-à-dire Eh oui. que la liberté de penser, c'est évidemment la liberté de créer. Alors, c'est la liberté de créer des tableaux. Vous en voyez un peu derrière moi, une œuvre d'art. Bon, Ou des conneries qui ratent, et comme ça, on apprend qu'on ne doit plus les faire. ou des conneries qui ratent, des fusées allemandes qui s'écrasent. Alors moi, j'ai vu des gens se moquer de la fusée allemande qui s'était écrasée, mais moi, je m'en moque pas. Je m'en moque pas, c'est super. D'abord, ils ont essayé de faire une fusée. Ensuite, elle s'est écrasée, donc ils ont appris. Et c'est comme Elon Musk, vous savez, Elon Musk, les gens arrivent et ils disent toujours quand sa fusée a explosé, alors, vous avez raté, hein, t'as échoué. Non, j'ai pas échoué, répond Elon Musk. Ben J'ai appris oui. plein de choses. Et Comme donc, quand bah, un gamin il apprend à marcher, c'est normal qu'il tombe au début. voilà. Bah. Et donc tout ça, c'est un problème de logiciel Oui. profond qu'on a en Corée de l'Ouest, où on adore ceux qui échouent, qui nous permettent de nous sentir mieux dans nos propres échecs, etc. etc. Enfin bon, c'est effroyable comme état d'esprit. Et Elon Musk, Trump, etc., ils veulent remettre la liberté au cœur, mais quand ils remettent la liberté, c'est pour attirer les talents. Alors vous savez ce qui va se passer, hein. euh, euh, Glucksmann va attirer en France à tous les grands talents de la sociologie wokiste américaine, qui sont des chercheurs qui n'ont jamais rien trouvé parce qu'ils cherchent jamais rien, parce que vous savez, les recherches sur les licornes à crête bleue, ça ne donnera pas grand-chose, hein, et on connaît le résultat d'avance. Et ça, ils sont très contents de nous les envoyer. Alors là, on peut les prendre, ça, ils vont être très contents de nous les envoyer, les Américains, mais par contre, toutes nos licornes, qui ne sont pas à crête bleue, qui sont des licornes qui seront cotées en bourse, parce que elles, Licorne à gros cerveau. voilà, à gros cerveau, qui marche bien et qui tourne bien, et bien évidemment, là, ils récupèrent tous nos bacs plus 9, nos chercheurs, nos scientifiques, nos ingénieurs de haut niveau, parce que là-bas, ils ont les moyens de créer, ils ont la liberté de créer, ils ont la liberté de recherche académique, et ils auront évidemment en plus les financements pour le faire. Donc, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Eh bien, de la même manière que les investisseurs internationaux vont investir aux États-Unis, les chercheurs internationaux iront chercher et trouver aux États-Unis. Et nous, qu'est-ce qui nous restera? Eh bien, il nous restera Bibi Fricotin, titulaire du RSA, de père en fils pour la troisième génération, et qui est vachement content parce que, en plus, il a toute la bouffe gratos au Resto du Cœur. Voilà. Et la réalité, et moi ce que je vois dans mon petit village de 10 000 habitants, c'est ça, c'est que vous avez, et cherchez pas les couleurs, les origines, les machins, on s'en fout complètement, euh, vous avez des millions de gens en France dont le modèle économique est un modèle économique d'assistanat. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien, pas parce que ça me coûte de l'argent, c'est pas bien parce que quand on est assisté, d'abord on n'est pas libre. Et le projet de Dieu, c'est que vous soyez libre. Ensuite, quand on a de l'assistanat, on n'a pas d'accomplissement parce qu'on ne l'a pas fait par soi-même. Donc, ce qu'on obtient, on ne l'a pas obtenu par le fruit de son travail, de son implication, de son engagement, par son effort. On l'a obtenu parce qu'on vous l'a donné. Donc, ça n'a aucune valeur, aucune saveur. Et vous ne vous êtes pas accompli pour le réaliser. Et quand vous ne vous accomplissez pas, c'est pas juste pas grave. C'est que vous n'avez pas d'estime de vous-même. Et quand vous n'avez pas d'estime de vous-même, vous ne pouvez pas être heureux. Et donc l'assistanat, ça crée les conditions non pas du bonheur, mais du malheur des gens. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le juste équilibre entre la juste solidarité, la juste aide et la nécessité humainement indispensable de laisser les gens libres, responsables d'eux-mêmes, pour qu'ils aient la joie et la possibilité du bonheur, de l'estime de soi à travers l'accomplissement. L'économie, c'est philosophique. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas Trump, vous ne comprenez pas Musk, dont l'argent n'est jamais le mobile. Musk, il a la tête dans les étoiles, pendant que nous, on a les pieds dans la merde.
Mais lui, il veut nous envoyer sur Mars. Il y arrivera, il sera heureux, il sera accompli, il aura l'estime de soi. Il n'y arrive pas, il sera mort en essayant. Et il aura été heureux, lui au moins. Donc, le, 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 le modèle social français, le socialisme français, et c'est pour ça que je ne serai jamais communiste, toujours bienveillant, toujours soucieux de mon voisin et de mon prochain, mais jamais communiste, c'est que le communisme, c'est l'absence de possibilité même d'accomplissement personnel et donc d'estime de soi et donc de bonheur parce qu'on vous refuse la liberté de faire par vous-même puisque tout est collectivisé. Et le pari de Trump, de Musk, de Vance, c'est de remettre la liberté comme attractivité suprême aux États-Unis. Ils vont attirer tous les talents du monde entier, les talents chinois, et ils vont vider la Chine de leurs talents. Ils vont vider l'Europe des talents européens, et tous les gens talentueux, libres, vont aller s'épanouir, s'accomplir, réaliser l'estime de soi et donc le bonheur suprême, qui n'est pas l'argent mais l'estime de soi, aux États-Unis, terre de liberté dont c'est l'ADN, puisque les États-Unis se sont fondés avant tout sur le départ d'immigrants européens qui étaient tout simplement martyrisés dans leur Corée de l'Ouest de l'époque. Mais bon sang, mais c'est une évidence ce qui est en train de se passer. Et ça va se passer très mal pour nous, donc nous allons aller vers plus de Corée de l'Ouest et vers la faillite des États européens, Pierrot, et peut-être probablement de l'explosion de l'UERSS et de la zone euro. C'est loin d'être impossible. Et donc, dans une version cataclysmique des choses, si pour la France, en plus, tu prends en considération les immenses fragilités ethnico-sociales, certains disent on n'a pas le cul sorti des ronces de manière très vulgaire, et je trouve que l'image est assez douloureuse pour exprimer ce que nous pourrions vivre. Charles Sana, je te remercie. Pour la deuxième partie, nous allons parler de comment, au titre individuel, nous pouvons sauvegarder notre finance, nos épargnes. Et donc, je vous donne rendez-vous sur le lien que je vais mettre ci-dessous. Charles Sana, je te remercie beaucoup. Et aux autres, rendez-vous tout à l'heure. Merci à tous, merci Pierrot, et n'oubliez pas sur Amazon. Merci Pierrot. Alors.